Madame Saint-Clivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre demande d'interview dans le cadre de notre projet Communus Live. Donc vous êtes actuellement professeur d'histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et plus particulièrement spécialiste dans le domaine de la résistance et de la libération en France. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages portant sur l'histoire régionale lors de la Seconde Guerre mondiale et vous êtes ici donc, pour nous parler de Jeanne Boëck. Donc dans un premier temps, pourriez-vous nous la présenter en quelques mots ? Alors, Jeanne Boëck est une résistante qui est née en 1919, c'est-à-dire qu'elle avait 20 ans à la déclaration de guerre, et qui par patriotisme, est entrée dans la résistance. Elle est originaire de Plestin-les-Grèves. Plestin-les-Grèves, c'est dans les Côtes du Nord, à l'époque, aujourd'hui Côte d'Armor, donc sur la côte nord de la Bretagne, et à l'époque, au moment de la déclaration de guerre, elle était à Angers, à l'université catholique d'Angers, où elle apprenait les mathématiques. Lors de cette période de conflit que fut la Seconde Guerre mondiale, quelles ont été ces raisons personnelles qui l'ont poussée à entrer en résistance ? Alors, Jeanne Boëck donc, était étudiante à Angers, elle était patriote, c'est-à-dire que puisqu'il y avait la déclaration de guerre, il fallait faire quelque chose, elle avait 20 ans. Elle a réussi à se faire embaucher comme aide chimiste à Brest, à la poudrerie de Brest, donc, pour fabriquer des munitions. C'est donc d'abord une réaction patriotique. Et puis, lorsque la France a été occupée, lorsque la Bretagne a été occupée, à partir du 18 juin 1940, donc à partir de ce moment-là, elle n'a plus qu'une idée, c'est de partir vers Londres pour répondre à l'appel du général de Gaulle et pour poursuivre la lutte, pour lutter contre l'Allemagne nazie, et en sachant qu'elle considérait que le maréchal Pétain, qui avait demandé l'armistice, était un octogénaire sénile et qu'il n'avait rien à faire à la tête de l'État. Elle a 20 ans, elle agit en trouvant que, bon, on n'a pas à être dirigé par un vieux comme ça. Et a-t-elle subi les conséquences de cet acte de rébellion ? Alors, elle est donc partie de Brest vers Londres. Là, en Angleterre, tout à fait normalement, elle a été interrogée pour savoir, là aussi, ses motivations, ce qu'elle voulait faire, etc. Donc, les conséquences, c'est quand même la rupture avec la France et ses parents qui étaient opposés. Ils ne voulaient pas qu'elle parte, mais elle est quand même partie. Sinon, pas simple, surtout dans la société de l'époque, la famille dans laquelle elle était. Une fois arrivée à Londres, comment a-t-elle intégré la résistance française ? Alors, après avoir été interrogée par les services britanniques, car ce sont d'abord les services britanniques qui l'ont interrogée, ils l'ont fait travailler, mais un travail qui ne l'intéressait pas, puisqu'elle se retrouvait dame de compagnie dans une famille britannique. Quelqu'un qui voulait résister, c'était franchement pas l'idéal. Donc elle a réussi à intégrer, au début de 1941, elle a réussi à intégrer les auxiliaires féminines de la France libre. Donc elle a posé un acte de candidature, elle a été acceptée. Donc là, elle a accompli des actions qui étaient d'abord d'ordre administratif, puis ensuite elle a pu travailler en étant un petit peu plus près de son activité d'origine, c'est-à-dire être chimiste, etc. Et finalement, en 1942, il y a un résistant, le commandant Saint-Jacques, qui venait de la France, de la France occupée, qui l'a en quelque sorte repéré, qui a vu qu'elle avait envie de faire quelque chose et pas simplement de fabriquer des munitions ou de préparer des explosifs. À partir de là, elle a suivi un stage. Alors, elle a appris à faire des sabotages, elle a appris le parachutisme, puisqu'il fallait parachuter en France, comment aussi effectuer des liaisons pour ne pas être repéré par les services de répression allemands et français.
Et donc c'est à partir de là qu'elle a pu ensuite revenir en France. Le fait qu'elle était une femme a-t-il été un handicap pour elle? Alors, Jeanne Boëck était donc jeune, c'est déjà une première chose. D'autre part, c'est une femme, une jeune femme, et de ce fait, on est dans un milieu très misogyne. La société est misogyne, que ce soit la société française ou la société britannique, mais en plus, qu'une femme puisse mener des actions jusque-là réservées aux hommes, hein, puisqu'il n'y avait que les hommes qui étaient mobilisés dans l'armée, ça a été effectivement un handicap. Et il lui a fallu à plusieurs reprises revenir à la charge auprès des responsables qui étaient susceptibles d'envoyer les futurs, d'envoyer les résistants dans la France occupée. Donc de ce fait, elle est revenue à la charge à plusieurs reprises et finalement ils ont accepté. Elle a donc été l'une des 5 femmes françaises libres à être parachutée dans la France occupée, et elle a été parachutée en février 1944. Pouvez-vous nous en dire plus sur les missions qui lui ont été confiées? Alors, elle a donc été parachutée au début de février 1944. Elle a été parachutée près d'Alençon et elle avait un pseudonyme. Son pseudonyme, c'était Rateau. Bon. Elle avait pour mission de former les résistants qui étaient dans les maquis, les forces françaises de l'intérieur, de les former au maniement des armes, au sabotage, au maniement des explosifs, etc., pour faire sauter des trains, sauter des bâtiments. Et comme elle était chimiste, elle savait le faire. Et donc cette mission, elle l'a accomplie, donc elle a été parachutée du côté d'Alençon, mais l'essentiel de sa mission a eu lieu en Bretagne, dans la région de Saint-Marcel, où il y avait un maquis important, et qui était en train de se former. Alors, elle raconte elle-même dans un ouvrage qui s'intitule « La plastiqueuse à bicyclette », puisqu'effectivement on se déplaçait en bicyclette à l'époque, comment elle a dû surmonter les réticences de ses camarades de la résistance, qui étaient des hommes, et qu'une femme apprenne à un homme le maniement des armes, c'était complètement contraire aux habitudes. Mais très vite, elle a acquis leur confiance sans problème. En revanche, ils ont toujours refusé qu'elle participe au combat les armes à la main. C'est-à-dire, ils voulaient bien qu'elle leur montre comment faire, mais ils considéraient qu'une femme n'avait pas à se battre les armes à la main. Donc, ça a suscité quelques frottements, bien entendu, mais elle a pu donc agir au moins en aidant largement à faire sauter des trains, des bâtiments, à apprendre le maniement des armes. Et le maquis de Saint-Marcel a été attaqué le 18 juin 1944 et ensuite elle a été aidée dans d'autres maquis, c'est-à-dire il y avait d'autres résistants dans l'ensemble de la Bretagne, et là elle a été faire le même genre de travail jusqu'à la libération, qui intervient pour l'essentiel au début de 1944, et tout de même il faut attendre la capitulation allemande du 8 mai 1945 pour la région de l'Orient. Or, il n'en était pas très loin. Dans quelle mesure a-t-elle mis sa vie en danger? Alors, les risques étaient élevés, puisque à tout moment, elle pouvait être, comme tous les autres résistants, elle pouvait être prise par les Allemands, elle pouvait être dénoncée, prise par les Allemands ou par les Français collaborateurs. Et simplement, elle a échappé à des arrestations, elle a échappé aussi donc à toute répression lors des combats, mais par exemple à Saint-Marcel, lorsque le maquis a dû se disperser devant le rapport de force qui n'aurait été pas favorable le 18 juin 1944, si elle et un certain nombre de ses camarades ont échappé à toute arrestation et exécution, en revanche, les Allemands sont revenus dans le village de Saint-Marcel, qu'ils ont détruit, et ils ont arrêté et fusillé des civils, que ce soit les hommes ou les femmes.
Et quant à elle, par la suite, si elle a eu la chance de ne pas être arrêtée, si elle avait été arrêtée, elle risquait d'être torturée et d'être fusillée. À l'époque, à l'été 1944, on ne déporte plus les Allemands fusillés sur place. Les Allemands ou la milice française fusillent sur place, en particulier, je dirais, depuis le débarquement de Normandie, c'est surtout cela. En revanche, ceux qui ont déjà été arrêtés, eux, vont être transférés vers le camp de concentration en Allemagne. Après avoir été torturés, ils sont déportés. Certains reviennent, d'autres pas. On estime qu'en France, les déportés résistants, il y en a à peu près 1 sur 2 qui revient de déportation. Après l'armistice, sa vie a-t-elle repris un cours normal? Alors, après la capitulation allemande du 8 mai 1945, donc elle a été démobilisée, et puis, effectivement, sa vie a repris un cours normal. C'est une jeune femme, elle est donc en 1945, elle a 24-25 ans à peu près, je ne sais pas compter exactement, mais c'est de cet ordre-là, et donc elle s'est mariée, puis elle a également une vie donc tout à fait classique. Elle a terminé ses études supérieures, puisqu'elle n'avait pas pu les terminer, et elle est devenue professeure de mathématiques dans un lycée parisien, et jusqu'à sa retraite. Elle est décédée en 2010, il y a 3 ans. Donc elle a vraiment repris une vie normale, mais en même temps, elle a participé, comme beaucoup d'anciens résistants, à une association qui réunissait les anciens membres de son réseau, de résistants. C'était à la fois aussi souvent pour une entraide vis-à-vis d'autres et pour faire connaître leur action. A-t-elle reçu une quelconque reconnaissance de la part de l'État français? Oui, alors Jeanne Boëck a reçu des décorations. Des décorations, puisqu'il existait des décorations particulières pour la résistance, la médaille de la résistance et officier de la résistance. Et puis, d'autre part, elle était très officiellement lieutenant dans l'armée, alors lieutenant de réserve, et elle a également reçu la Légion d'honneur pour donc la plus haute distinction française pour son action dans la résistance. Il y a donc eu une véritable reconnaissance qui est formelle. Si, par exemple, elle avait été déportée, torturée, à ce moment-là, elle aurait reçu de l'État français une pension d'invalidité de guerre, donc il y aurait eu en plus une aide matérielle. Là, c'est simplement, puisqu'elle n'a, heureusement pour elle, elle n'a pas été torturée ni arrêtée, c'est une reconnaissance de l'ordre des décorations. Et par ailleurs, elle-même, tout à l'heure j'ai oublié de dire, plutôt à la fin de sa carrière de professeur, elle est ensuite intervenue dans des classes pour expliquer ce qu'elle avait fait, ou plutôt ce que les résistants ont fait, pas seulement elle. Voilà. Bien, merci de nous avoir accordé du temps et d'avoir répondu à nos questions. Merci.